Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Nous allons parler éducation ce matin avec le professeur Patrice Dalancourt. C'est un professeur qui est à la retraite après 45 ans de carrière. C'est aussi un ancien ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Là, nous parlons des années 87-88, 1987-1988. Je passais mon bac à Paris. Oui. Bonjour, professeur. Bonjour, bachelier. Oui, à l'époque. Et en fait, j'ai lu un article que vous avez rédigé, professeur, le cadavre que l'État refuse d'enterrer. Et plus loin, laisser les morts enterrer les morts. Voilà qui surprend. On peut se dire que l'on ne s'attendait pas à de tels propos venus de la bouche d'un ancien ministre, encore moins d'un professeur. D'abord de Jésus. De Jésus. Matthieu 8, verset 22. Ah oui, je donne mes références. Oui. Ouais. Laisser les morts enterrer les morts. Évidemment, il est clair que la caricature telle qu'elle est semble présenter l'école comme le mort à enterrer. Bon, moi, je la réinterprète. Je dis qu'en fait, ce qu'on ne peut pas, ce qu'on doit enterrer, c'est le mensonge qui dit on va faire un baccalauréat pour les élèves cette année. Autant j'ai voulu un baccalauréat en 87, autant là, je suis contre. Et pareil pour la 9e année. En 1987, alors que vous étiez ministre... J'étais pour. Vous étiez pour? J'étais pour, je me battais pour qu'il se fasse. Oui. Là, je vais me faire plein d'ennemis en disant exactement qu'il ne doit pas se faire. Parce qu'il va se faire sur quoi? On était en pleine turbulence politique. À l'époque? À l'époque, oui. Ah oui, tout à fait. C'était compliqué à réaliser. Il avait fallu l'appui de l'armée pour sécuriser les rues. Beaucoup de choses avaient été faites pour intimider les élèves. Alors, les proportions ne sont plus du tout les mêmes. Hein. Il y avait 25 000 candidats. Oui. 25 000 candidats. Le ministère avait dû s'organiser pour mettre des autobus gratuits à la disposition des étudiants, des candidats, parce qu'une grève avait été lancée pour qu'ils ne puissent pas se rendre sur leur lieu d'examen. On avait dû prévoir des salles spéciales pour les étudiants de certaines villes de province qui avaient été l'objet de menaces. On les avait reçus dans des salles spéciales à Port-au-Prince. Une épopée, une véritable épopée. Et alors, comme toujours, hein, ce sont des élèves qui ont été les perdants. Parce que, bon, les fameux 16 000 candidats de votre collègue, comment il s'appelait, la Dominique Levanti, n'avaient jamais existé, bien entendu. Puisque, à l'époque, on n'avait pas tous les appareils modernes qu'il y a aujourd'hui. Moi, maître de organisateur, ce n'est qu'à 4 heures de l'après-midi que j'ai su le nombre de présents. Lui, de sa résidence de Pétionville, a su le nombre d'absents à 9 h du matin. Dieu éclaire les siens. Vous comprenez? Oui. Bon, c'était une lutte à la fois idéologique et... Bon, mais je dis que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Les élèves qui n'ont pas été ont appris que finalement, les hommes politiques qui leur avaient dit pas de baccalauréat avec le CNG ont finalement dit eh bien, on va faire les élections avec le CNG. Qui avait perdu, ce n'est pas les hommes politiques. C'est les élèves. C'était les élèves. Exactement. Donc, baccalauréat, non? Non, en ce moment, parce que je ne veux pas qu'on trompe ces jeunes gens. Je suis sûr que ceux qui me voient, s'il y en a qui me regardent,
ils doivent me détester. Et je les comprends. Parce que je leur... Vous savez, ce texte, ça m'a été douloureux de l'écrire. Pour la première fois. Je sais pas, enfin, un petit chichi d'auteur, mais là, ça m'a été douloureux de l'écrire parce que je savais que j'allais faire mal, faire du chagrin ou créer de la colère chez des gens qui ne le méritaient pas. Que j'allais, en quelque sorte, sanctionner les victimes. Mais je me suis trouvé la position, je comparerai, d'un père de famille qui dit à ses enfants, écoutez mes fils, vous avez raison, mais on va faire comme si vous aviez tort pour pouvoir sauver votre avenir. Parce que, M. Théodore, actuellement, qui est-ce qui sait combien d'élèves fréquentent des écoles? Je dirais le ministère, non? Demandez-lui. 1600 écoles fermées à Port-au-Prince. Où sont passés ces élèves? Ils ne sont quand même pas tous entassés dans les quelques salles qu'on a pu récupérer à droite et à gauche. On a perdu la trace, littéralement, de 500 élèves. Je parle d'un établissement que je connais, où j'ai travaillé longtemps. Je vous signale que les écoles n'ont reçu aucune inspection de l'éducation nationale pour savoir comment ça marchait. Les seules inspections reçues ont été celles de la DGI. Autre chose, rien à voir avec le pédagogique. Dans certaines écoles, les examens périodiques ont dû se faire en 3 étapes. On commence un jour, il y a des tirs, on renvoie à la semaine suivante, etc. Vous comprenez? Je connais un établissement, 7 profs sur 10 n'habitent pas leur propre maison. Ils ont perdu leurs biens et leur bibliothèque. Les 2 tiers des élèves se sont déplacés au moins 3 fois pour aller vivre ailleurs, et la plupart ne vivent pas chez leurs parents. Ce que j'ai pu suivre indirectement à travers une école où j'ai travaillé. Alors, bon, l'élève qui a laissé Port-au-Prince, cette fuite, cet exode généralisé, il était scolarisé où ça? Et par qui? Qui l'a vérifié? Sûrement pas dans les lycées, puisque nos professeurs sont en grève permanente. Chers collègues, vous connaissez votre côté, mais c'est vrai. Il y a un abus. Il y a un abus. Et ça, c'est de la criminalisation de la fermeture des écoles. Pour moi, c'est criminel, dans la situation actuelle, de refuser de faire cours à des enfants qui essayent d'avoir cours. Même si je leur refuse le baccalauréat. Par exemple, un professeur gréviste permanent doit être mécontent en vous écoutant ce matin. Absolument. Quand le ministre a porté une menace contre eux, c'est la seule fois où je l'ai approuvé. Pour le reste, non. C'est la seule fois où je dis, enfin, M. Medgasson se dit. Il dit quelque chose de sensé. Que s'il a dit que, bon, il va finir par couper les chèques à ses professeurs qui, depuis 6-8 mois, ne vont jamais faire cours, mais pas chercher leurs chèques religieusement. Donc, vous pensez, professeur, qu'on finira un jour par criminaliser la fermeture des écoles, comme vous le préconisez? Bon, c'est un crime qu'il s'agit de reconnaître comme tel. Parce que qui ferme les écoles? Soyons sérieux. Bien sûr, les bandits, les gangs. Partiellement les professeurs. Largement le ministère lui-même. Parce que il ne les assiste pas, il ne les aide pas, et il leur fait des exigences de fantaisie. Par exemple, des écoles qui ont plus de 80 ans apprennent que leur licence n'est plus valable, qu'elles doivent tout refaire comme tout le monde. Tout le monde doit refaire une nouvelle licence. En présentant toutes sortes de papiers, depuis les titres de propriété de la terre, jusqu'à ceci, et bien sûr des patentes, que la plupart n'ont pas payées depuis 2 ans parce qu'elles sont en faillite. Bref, on leur demande une tonne de documents à présenter en version papier et à présenter en ligne. Bien sûr, le système en ligne ne marche pas. Non, ne marche toujours pas, je dirais. Ou ne marche de temps en temps.
Oui. Bon. Tout ça, en principe, pour avoir le droit d'inscrire leurs élèves aux examens. C'est qu'on pas bien faire examen? Je ne peux pas mentir. Donc là, on va parler de qui est-ce là? Le ministère, là. Le ministère. Si vous faites toutes ces difficultés aux écoles pour inscrire leurs élèves, c'est que vous-même, vous ne souhaitez pas vraiment faire l'examen, mais que vous n'osez pas le dire. Alors, je le dis pour vous. Je le dis pour vous parce que... Sans crainte, sans risque de vous tromper? Ah, il y a toujours le risque de se tromper. Mais, comme me le disent, comme me le montrent, je m'inclinerai. Mais je pose une question. Ces enfants qui ont été à l'école combien de fois par jour ou dans un mois? Écoutez, combien de directeurs d'école peuvent vous dire avec certitude mon école a travaillé tant de jours chaque mois, tant de journées complètes? Alors que pas un jour sans un courrier. Vous comprenez? Que dans ma classe, cette semaine, les élèves ont pu rester assis à leur pupitre, ils n'ont pas lagué quoi à terre. Parce que quelquefois, il y a le festival audio Ouais. de mitraillettes et tout le reste, et les enfants plongent sous les tables, sous les pupitres, etc. Et par chance, ce jour-là, le professeur avait pu venir aussi. Dans beaucoup d'écoles, quand il y a des élèves, un professeur vient, même si ce n'était pas pour cette matière-là, bourrer longue classe avec les petits mounions. Alors, c'est ça qu'on appelle préparer le baccalauréat. Vous savez que préparer le baccalauréat, c'est quand même quelque chose de sérieux. Il y avait des matières quand même qu'il fallait travailler sérieusement. On a beau avoir réduit à un programme minimum, un programme révisé, un programme diminué, mais à un moment, on arrive on arrive dans le zoo poisson. Qu'est-ce qu'on va retirer encore pour l'examen? Et où allez-vous faire l'examen? Et à qui? Parce que je repose ma question. Qui a suivi l'élève qui a laissé Port-au-Prince pour savoir dans quelle ville il est allé, dans quelle école il se trouve, et d'ailleurs par quelle école finalement il aura été inscrit? Bon, s'il sort du privé, peut-être qu'il sera encore dans le privé. Et s'il fréquentait une école nationale, donc facilement, il sera donc reçu, je présume. Tout est affaire de relation dans ce pays. Tout est affaire de relation. Un simple coup de fil, vous voulez dire? Oh, peut-être, ou bien ma tante m'a parlé avec un tel, ma tante, mon professeur. Mais combien d'élèves sortent, par exemple, du public de Port-au-Prince, vont ailleurs, ne trouvent pas de place dans un lycée? Beaucoup de lycées de province, d'écoles de province, dans le sud, par exemple, avaient été démolis, détruits. Donc, il faut qu'ils se cherchent une place dans le privé. Ce n'est pas forcément prévu au budget familial. Ils ne sont pas forcément chez leurs parents. Bien sûr, ma tante qui recevoir pendant 8 jours, après un mois, commence à trouver que vous êtes un poids lourd. Oui, vous êtes un fardeau. Vous êtes un fardeau. Vous êtes parti sans vos livres, sans vos cahiers, sans rien. Vous faites quoi? Mais qui est-ce que vous êtes en train d'accuser, professeur? Vous accusez qui? Les êtres qui nous servent de dirigeants. Donc, autrement dit... L'État, le gouvernement. Le gouvernement. Mais pas le système. Le système a rendu les choses possibles, oui. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour ne pas laisser le système dégénérer? Qu'est-ce que les responsables de ces jeunes ont fait pour eux, à part des discours, des promesses auxquelles plus personne ne croit? Ils pourraient aussi bien ne pas les faire. Ils pourraient simplement nous dire aujourd'hui, en telle date, ou reportez-vous à notre discours numéro 4, vous trouverez la même chose que ce que j'allais vous dire aujourd'hui. Mais comment résoudre le problème? Pas qu'on est. C'est pour ça que Marc est professeur engagé et tout.
Oui, moi, ouais, bah, ça... C'est pas engagé. C'est pas une faute de frappe. C'est pas une faute de frappe. Pétionville, le 18 mai 2025, Patrice Dalancourt, professeur à la retraite et enragé après 45 ans de carrière. C'est pas une faute de... Non. Bon, écoutez... mais pourquoi ils sont enragés? Parce que... Comment ça... Mettez-nous dans une situation où nous ne savons plus quoi faire. Écoute. Moi, dès qu'on a tout seulement dit, vous êtes en colère, mais pas enragé, professeur. J'ai trouvé que enragé était plus frappant. Donc. Et, avant d'aller plus loin, voulez-vous me lire le dernier paragraphe? Ancien ministre de l'Éducation nationale. Non. Le paragraphe qui précède la signature. Pour le reste, à défaut de pousser vers la mort ceux dont la disparition nous délivrerait, laissons les morts enterrer les morts. Je sais à qui je pense, et comme l'a écrit le poète romantique allemand Heinrich Heine, Dieu me pardonnera, c'est son métier. C'est clair, oui. Donc tout est dit dans le dernier paragraphe, alors? Oui. Tant qu'on ne se débarrassera pas d'une certaine catégorie d'individus, on n'a pas d'avenir pour ces enfants, pour le pays. Si on veut faire repartir l'école l'an prochain, il faut qu'on ait des gens capables de donner la sécurité aux écoliers, aux professeurs, aux parents, etc. Où est-ce que là? Personne ne peut ça. Au contraire. Ah ben. Laisser les morts enterrer les morts, aider à... Non. J'allais dire aider à mourir, non. Ouais. Je me pardonnerai beaucoup, mais n'exagérons pas. Non, on ne doit pas exagérer. Ça, ce serait de l'euthanasie. Ça serait de la salubrité publique. Mais passons. Mais écoutez, professeur, juste une question. Est-ce que vous autres qui avez travaillé dans le système, à un moment donné, est-ce que vous n'avez pas une grande part de responsabilité? Certainement. Certainement, il faut l'analyser et comprendre laquelle. Parce que peut-être que nous sommes trop contentés d'enseigner des matières en oubliant d'être des éducateurs en même temps. On a instruit, et comme la plupart des professeurs, pour des raisons économiques ou autres, rognaient 5 minutes à droite, 5 minutes à gauche, pour s'enfuir, il n'est pas le temps de parler, de causer, d'être des exemples quelque part. Et de proposer des exemples. Je pense que là, effectivement, il y a une grande responsabilité. Je pense aussi que très largement, le milieu familial a combattu beaucoup la formation que les écoles essayaient de donner aux élèves. Moi, je suis de la génération qui est venue après les folies de mai 68, où il était interdit d'interdire. Autrement dit, vague. Faites job plus vague. Surtout un ministre d'un régime fort. Autoritaire, régime militaire. C'était pas terrible. Question d'évaluation. Qu'est-ce qui n'était pas terrible? Votre situation, je dirais. Ah oui, ma situation n'était pas confortable, parce que ce n'était pas un régime seulement militaire, c'était un régime civilo-militaire. Et quelquefois, le civil a eu à faire face et a dit aux militaires, en plein de gloire du vin. Ça n'a pas été commode. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Et c'est pourquoi ça n'a pas duré non plus. Votre passage. Il y a eu Maniga qui est venu avec son ministre. Donc, passation de choses, et puis. Mais je voulais retourner un petit peu sur mon histoire de baccalauréat. Vous voyez, si on fait
On peut faire un simili-examen. On trouvera toujours quelques villes où dire « Oh oui, là, il y avait eu des cours ». Personne n'a vérifié qui a fait ces cours, est-ce qu'ils ont eu lieu vraiment et à quel niveau. Un établissement que je connais, comme les élèves de terminale et de LS3, donc de première, ne fréquentaient plus l'école quasiment, sauf une dizaine, a fait dire aux parents, venez, prenez les dossiers de vos enfants, libérez-nous de toute obligation d'aller les inscrire pour vous. Dès le lendemain, tous les élèves étaient là, sans payer naturellement. Mais tout le monde était là. Oui, je suivre, oui. T'es mon petit professeur, bon, là, tu connais des mains. Pourquoi? Ils veulent le papier. Ils ne veulent pas les connaissances, ils veulent le papier. Et moi, ce que je suis en train de dire, c'est que le papier n'aura strictement aucune valeur. Un diplôme est supposé être une garantie que l'État donne que telle et telle personne ont acquis telle et telle compétence, ont acquis telle et telle connaissance dans des domaines bien précis. Nous l'avons vérifié et nous le certifions. Tampon, etc. On peut toujours fabriquer des papiers à donner à des enfants. Ils seront contents. Ils seront contents à leur âge. Mais qu'est-ce qu'on fera du après? Monsieur Théodore, est-ce que vous savez qu'actuellement, pour entrer dans une université en Haïti, je parle de l'époque normale, c'est-à-dire il y aura 5 ou 6 ans de ça que j'étais encore à l'université. Mais il faut déjà une année de mise à niveau après le baccalauréat. Ça veut dire que l'État haïtien reconnaît que son baccalauréat n'était déjà pas au niveau exigé par cette université. Les bacs première et deuxième partie, ça n'existe plus. Il n'y a plus de première partie, il y a un seul bac. Il y a un seul bac, aujourd'hui. Oui, oui. Mais avant, c'était deux, il y avait les deux. Oui, il y avait les deux. Ça marchait encore, mais avant, ça remonte déjà très loin. Mais aujourd'hui, il faut une année de mise à niveau. Dans le même temps, est-ce que vous savez qu'un élève haïtien qui désirerait aller faire des études dans un pays francophone, Canada, France, Belgique, etc., doit nécessairement aller à l'Institut français, subir un examen, obtenir un certificat disant qu'il est capable de comprendre oralement les cours qui lui seront faits? Voilà le respect qu'on a pour notre baccalauréat aujourd'hui. Et puis, nous prenons le papier. Sans connaître qui côté à l'école, combien de jours l'école te suivent, combien de cours te suivent telle matière, la baille ou papier. Nous allons, à ce moment-là, avilir totalement le diplôme haïtien, dévaloriser les anciens diplômes. Et pour l'avenir, quand il faudra rattraper ça, ça sera terrible. Ces jeunes gens vont danser de joie d'avoir leur baccalauréat, et puis quand ils vont se présenter à la porte de n'importe quelle université, en Haïti, en République dominicaine, en Europe, dès qu'ils préviennent, venez, montrez-nous ce que vous pouvez faire, vous ne pouvez rien faire, out. Et là, ils vont pleurer. Et c'est ça que je ne veux pas. L'État haïtien fait tout papier levé. David Mat fait des oreilles bourriques. Mais pour ça, on ne peut pas faire ça. On n'a pas rien droit à faire ça. Mais, il faut donc... Parce que ma proposition est une proposition cruelle. Vraiment cruelle. Il faut que, à condition que la sécurité soit rétablie, que l'élève puisse aller à l'école sans être obligé, comme dans certains quartiers, de payer, même à pied, le passage. Sur une boîte à lunch, on va mettre un adoquet en plus. Sur un sac, on va mettre 2. C'est ça, la réalité de certains endroits. Il faut que ceci disparaisse. Que les conditions de sécurité soient réunies pour que l'école puisse travailler. À ce moment-là, c'est là que je me montre cruel. Je dis non, vous n'avez pas le baccalauréat. Résignez-vous. Considérez que cette année est une année blanche, une année pas perdue,
parce que vous avez été héroïque en fréquentant quand même l'école. Vous avez entretenu un peu ce que vous avez pu entretenir. Vous n'avez pas été désocialisé ni récupéré par les gangs, c'est important. Mais considérez qu'il vous va falloir, selon le cas, 1 an ou 2 ans pour arriver au niveau que vous devez avoir si vous devez réaliser une carrière professionnelle dans la vie. C'est dur. C'est dur. C'est une chirurgie brutale. Et c'est ça la proposition cruelle. Oui, je n'aurais pas aimé qu'on me la fasse. Mais je pense que c'est la seule qui soit honnête. Je peux me tromper, mais comment on fasse une autre? Mais comment on fasse une autre? On va observer la pause, professeur Dalancourt, et on reviendra pour d'autres questions relatives à cette proposition cruelle que vous faites ce matin aux responsables, aux éducateurs qui nous suivent. Merci de votre disponibilité. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Patrice Dalancourt est l'invité de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. L'invité, le professeur Patrice Dalancourt. Faut-il criminaliser la fermeture des écoles? On reviendra avec la réponse un peu plus tard, mais je voudrais m'attarder un peu sur une question que je trouve dans l'article. À qui revendiqueraient les diplômes d'État? Il faut répondre oui. Non. Mais on en a besoin quand même. On a besoin de vrais diplômes. On n'a pas besoin de torchons. Or, si on leur donne aujourd'hui un papier, ça serait un torchon. Jodia là. Jodia. À tous les niveaux, au niveau supérieur ou bien au niveau... Là, je parle pour 9e année et baccalauréat. Donc, papier, ça ne va pas vous dire rien. Rien. Pour qui ça? Papier à part les yeux, ou pas foutu, bon garantie que l'examen a bien organisé. Ou pas foutu, bon garantie de qui ça, ou pour faire l'examen. Mais est-ce que pas toujours comme ça, professeur? Parce que, bon, pour qui ça? C'est vrai qu'il y a des gens qui brillent à partir d'études que vous faites, études secondaires, mais tu as toujours gagné accordéon, tu as toujours gagné... Vous connaissez l'accordéon, professeur? Je connais l'accordéon. Ok. C'est pas instrument. C'est pas instrument. Ça veut dire que l'élève est toujours qu'on copier. Naturellement. Oui. C'est un copier sous cuisse. Mademoiselle, copier sous cuisse. Toutes les formules. Oui. Ça a toujours existé, pas au même degré. Il y a eu une dégradation progressive. J'ai vécu, personnellement, le premier gros choc du baccalauréat haïtien. J'étais moi-même en 1969 à passer le bac 1, lycée d'ouverture. J'étais à Saint-Louis-Gonzague, où j'ai fait toutes mes études. Mais c'était la promotion de Jean-Claude Duvalier. Et nous étions un groupe d'amis, on se réunissait tous les... Vous savez, à l'époque, il y avait 15 jours de pré-bac, on allait étudier librement. On avait des rendez-vous tous les après-midi pour travailler ensemble, les matières sur lesquelles on avait besoin. Moi, j'allais faire les cours de français et subir sans jamais rien comprendre les cours de maths et de physique. Enfin bon, j'exagère en disant sans jamais rien comprendre, mais enfin, c'était pas brillant, je détestais. Et je me revois partant de chez moi pour aller chez les amis en question. Une voiture s'arrête, un camarade de classe, je ne vais pas le nommer, il est décidé, me dit Patrice, mes sujets examen, à le travail. Je vais chercher dans 2 jours. C'est ça, à le travail.
Oui, c'est du sérieux, puis du sérieux. C'est du Valier. Vous entendez ça, là? Bon. Nous travaillons, naturellement. Et bien évidemment, ce cher ami est venu chercher les résultats de tous les trucs littéraires. Il ne m'a jamais donné les sujets de mathématiques. Bon. À partir de... Là, on parlait de ça, examen, pas examen officiel, non? Des suturances bizarres. Voilà. Bon. Mais à partir de là, les surveillants se sont sentis humiliés et ont un peu baissé les bras. Et puis, une habitude a été prise. Vous comprenez? Si une époque que aux élèves étaient barrés à copier, etc., ou tout petit genre, ou t'es honte, qu'on les a ri. Il y a eu une dégradation que la société haïtienne a acceptée. J'ai tenu tête pendant 20 minutes dans mon bureau de directeur pédagogique d'un collège à un couple, monsieur et madame étant avocats, venus me prouver que je devais exiger que le professeur de physique donne la note entière à leur fille, qui avait fait un des problèmes en entier et qui avait simplement donné la réponse du deuxième problème. Le professeur avait refusé la note du deuxième problème. Voilà par quelle démarche elle faut arriver à cette réponse. Ces gens ont eu le courage de m'expliquer qu'il y a des intuitions, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Vous comprenez? C'est une société qui a encouragé dans les familles... En plus, les enfants étaient brillants, oui. Il n'y avait même pas besoin de ça. Dans les familles, tolérer et encourager ces choses-là. L'État lui-même, comme il ne pouvait plus garantir le niveau de l'enseignement qu'il donnait, rabaissait ces choses-là et acceptait. Vos collègues ne sont pas gênés d'aller à la sortie des salles d'examen demander aux élèves: est-ce que l'examen n'a pas de tordu? Est-ce que le surveillant n'a pas exagéré? C'est quoi un surveillant qui exagère? Ou déjà attendez interview style? Ah, bien sûr. Est-ce que le surveillant n'a pas de tordu, n'a pas exagéré? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, nous étions d'accord pour que nos élèves arrivent à ce baccalauréat pour lequel il faut 1 an de mise à niveau et une attestation de langue pour pouvoir suivre des cours de notre pays francophone. Vous comprenez? Avant, ce n'était pas nécessaire. Non. Bon, ça date de Mathusalem, mais quand j'ai eu ma bourse pour étudier en France, je sortais mon baccalauréat français. Hop, baccalauréat, c'était l'année. Équivalence. Point. Bah. Pas de discussion. Mais est-ce qu'on pensait qu'il y a une possibilité pour nous, je dirais, qu'on passe les mains qui fait dans le système, remodeler tout ça. Une reconstruction. Il faudra une reconstruction. Une reconstruction. Du système éducatif haïtien. Oui, oui. Il y a des bases. Mais de A à Z... Il y a des bases qu'on doit consolider, faire le tri là où il est nécessaire. Il y a des bases, on peut faire, il y a des ressources aussi. Parce qu'il ne faut pas croire que tous les professeurs sont contents de vivre cette situation. Il y a aussi des établissements qui, malgré tout, arrivent à maintenir une certaine qualité. Il faut nous suspendre jouer. C'est comme si qualifier une école d'être une école d'excellence, c'était la traiter d'être une école bourrée de bâtonnets, fermée à tout le monde. C'est pas vrai. C'est une école exigeante. Mais l'excellence n'est pas une question de classe sociale et de couleur. Et contrairement à ce que certains pensent, les grandes écoles
prennent les meilleurs élèves venant de partout, quelle que soit leur origine. Même on leur donne des bourses pour se les garder. Donc, il y a des moyens. Il y a des ressources. Il faut qu'on arrête de raconter n'importe quelle stupidité. Vous comprenez? Il faut reconnaître quand même certains progrès aussi. Par exemple, l'alphabétisation avait fait un bond prodigieux. Bon, je ne sais pas s'il y a, depuis 3 ans, il y a à nouveau un recul de l'alphabétisation. Mais les gens continuent à répéter niaisement que 50% de la population est analphabète. C'est pas vrai, on est arrivé à 90% d'alphabétisés. Mais nous aimons bien l'autoflagellation, on en a parlé surtout devant Blanc. Ça, Haïti, pays misérable. Non, c'est pas vrai. Il y a des ressources. Mais on dit que nous sommes arrivés à 90%. Pas loin. Pas loin. À quelle période? Il y a eu des statistiques sur ça? Oui. Je ne les ai pas moi, mais au ministère, il devrait y avoir ça. 85, 90, pas loin. C'est sûr. Mais est-ce que, pas de confusion entre un monde qui lit bien, qui fait des études, et un monde qui est à peine alphabétisé? Parlons de alphabétisé, parlons de lettré. Je veux dire quelqu'un qui est capable, dans sa langue, peu importe si ce soit le français ou le créole, pour que ça existe dans les deux, de lire et de comprendre une page. D'écrire et de se faire comprendre. C'était déjà quelque chose d'important. Là, vous parlez d'alphabétiser avancé? L'alphabétisation de base, c'est ça. De base, yeah. Après ça, on peut construire là-dessus, aller plus loin, etc. Mais ça, on est arrivé très très loin avec ça. C'est sûr. Je crois qu'on n'était pas loin des 85-90. Hein, mais peut-être que j'embellis. Mais les 85-90, ça aurait été dans les 15 dernières années qu'on aurait atteint ce niveau-là. Il y a ce qu'il faut pour reconstruire. Il y a l'obligation de reconstruire si on veut que ce pays demeure un pays. Parce que les ressources dont je parle sont comme moi des ressources vieillissantes. Je ne peux plus aller faire des cours comme avant. Ma voix ne porte pas pour 200 élèves comme c'était le cas autrefois. Entre autres. Mais je peux toujours donner des conseils et assister sur certaines choses. Il y a des ressources, mais il faut les exploiter tant qu'elles sont là et former les nouvelles ressources, se mettre d'accord. Voilà ce que nous voulons enseigner aux enfants, aux jeunes. Sinon, de quoi sera fait l'avenir de ce pays? Ou y aura-t-il encore pays? On paragraphe encore qui est assez évocateur dans l'article. Dans les corridors du pouvoir, grouille plein de politiques ailleurs et autres affamés, s'affublant du titre d'hommes et femmes d'État. Ils le deviendraient peut-être s'ils osaient prendre des décisions d'hommes d'État, même ultra impopulaires. Lesquelles? Comme celle que je propose. Je donne la réponse à cette question. Lesquelles? C'est sur le baccalauréat, toujours, là. OK. Lesquelles? Cette année, les enfants, c'est injuste, vous êtes des victimes, mais si vous ne voulez pas être toute votre vie les typos diables qui t'est subi, il faut marrer ceinture et affronter les choses. Pourquoi vous parlez d'année blanche? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que bon, qu'il sera comptabilisé. Une année perdue? Perdu en termes de parcours curriculaire, incontestablement. Mais je ne dis pas entièrement perdu, parce que si elle n'avait pas eu lieu, ils auraient été en train de traîner dans la rue, ils auraient été déscolarisés, ils auraient été récupérés par les gangs. Parce qu'il y a des écoles que les gangs ont fermées pour obliger les enfants à entrer dans leur groupe. Et là encore se trouve toute l'ambiguïté des choses. Une amie de confiance m'a raconté comment une religieuse dont l'établissement se trouve dans une des zones contrôlées par les gangs,
lui dit voir débarquer dans l'établissement des hommes armés. Bon, tout de suite, qui pose des armes et entend sourire. Mais tu ne pas reconnaître, c'est un ancien élève, oui. Il garde un si bon souvenir de l'école qu'il voulait y inscrire à l'avance son enfant. Qu'on ne me dise pas que forcément les bandits sont des gens à qui l'école avait été refusée. Mais il y a un problème de notre mentalité et il y a un travail de ce que j'appelle, je suis en train de jeter des notes sur ce thème, d'une pédagogie sociale nécessaire pour faire évoluer nos mentalités. Une pédagogie sociale qui ne serait pas seulement affaire d'école, de famille, de médias, d'églises, où tout le monde, on essaierait d'adhérer à quelque chose pour penser autrement. De 1988 à nos jours, combien de fois vous avez eu la possibilité de rencontrer un ministre de l'Éducation successeur? Pas souvent. Pas souvent. Après le tremblement de terre, j'ai rencontré le ministre, son nom m'échappe pour l'instant. Vanner? Non, pas Vanner. Bien-Aimé? J'ai rencontré Bien-Aimé, mais pas dans un autre contexte. Non. Ça va me revenir. Est-ce que... Et puis, bon, j'ai rencontré plusieurs fois le ministre Nesmi Maniga, qui invitait à des trucs, etc. J'ai commencé un jour à refuser ces invitations, parce que je ne suis pas là pour faire de la figuration pour quelqu'un qui veut se mettre en scène. Or, j'avais le sentiment que ça faisait partie des figurants pour les spectacles qu'il montait. Ok. Donc, vous lui avez dit non. Un ami de plus, on continue. Donc, vous lui avez dit non. Non, je n'ai pas dit non, j'ai simplement rangé les invitations dans le tiroir. C'est-à-dire, il répondait s'il vous plaît. Mais vous ne pensez pas que cela aurait été très utile au pays? De défigurer sur les photos? Non, pas ça. On ne sait jamais. À 16 heures, il pouvait faire montre d'attention à vos préoccupations, à vos questionnements. C'était aussi possible. C'est peut-être une occasion que je n'ai pas su saisir, mais ce n'est pas mon sentiment. Donc vous... J'avais le sentiment... Que c'était du théâtre. Que c'est quelqu'un qui a fait du théâtre, qui a brouillé beaucoup de choses dans l'école haïtienne pour pouvoir annoncer à l'international, nous avons inauguré ceci, nous avons inauguré cela. Même s'il n'y avait aucun suivi à ce que nous avons inauguré. Lorsqu'on décide, au mois de décembre ou de février, qu'on va introduire les beaux-arts dans les examens de 9e année fondamentale. Oui, si tu as donné les papiers depuis longtemps, mais ça n'avait pas été fait. Il fallait préparer cette histoire. Il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de programme défini. Alors, et ces enfants de 9e année fondamentale ont un horaire tellement chargé que les écoles devaient faire venir parfois le samedi ou le dimanche matin pour ajouter des fantaisies comme les beaux-arts ou autres. Mais c'est pour pouvoir dire, des assemblées internationales, nous avons introduit ceci et cela. Et puis voilà. Il faut prendre ce pays au sérieux. Il faut prendre ce pays au sérieux. Et l'école haïtienne doit être prise au sérieux. Elle ne doit pas être un gadget. Dans l'état actuel des choses, qu'est-ce qui peut être sauvé? Pour moi, l'école primaire peut et doit être sauvée. L'école fondamentale, sans discussion. Et le secondaire, faire l'objet d'une thérapie et d'un rattrapage. Nécessairement. Est-ce qu'on peut revenir à ce qui existait avant? Par exemple, deux baccalauréats, première et deuxième partie, est-ce que ça pourrait être utile? Bon, ça faisait une espèce de présélection peut-être, mais
C'était pas obligatoire. Ça coûtait cher à l'État. Et la formule qui avait été adoptée était copiée de la France, mais ce n'était pas une mauvaise copie pour une fois. C'était que pour certaines matières, comme il n'y a pas le même examen en réto et en philo. Donc, en philo seulement. Et que pour des matières qui allaient disparaître, comme par exemple la littérature ou autre, il y a l'épreuve anticipée, la note est conservée et additionnée aux notes de l'année suivante. On ne l'a jamais fait sérieusement. On ne l'a jamais fait sérieusement. Le ministère était supposé envoyer aux écoles les sujets d'examen à faire passer sous surveillance qu'il délèguerait. Quelquefois, on les suppliait, bon, examen, c'est qui le là-bas, sujet ou... Nous mettons, nous sommes pas tant. De certaines années au moins. Vous voyez? Il y a des moyens de ne pas réinvestir autant d'argent dans un deuxième bac. Mais il faut les appliquer sérieusement. C'est comme pour toutes choses. Il faut les appliquer sérieusement. Sérieusement. Donc, au final, laissez les morts enterrer les morts. Et le système... Choisissons nos morts. On doit choisir nos morts. Je ne veux pas être des leurs. Même s'ils peuvent se me faire flinguer en sortant d'ici, ça, c'est pas un problème. Oui. Bon. On n'est pas supposé résoudre par la mort les problèmes. Mais je considère qu'il y a des irrécupérables. Je retourne d'abord au niveau des gens armés. Il y a les irrécupérables. Par contre, il y a une énorme responsabilité à venir dont je n'ai pas parlé. C'est tous ces gamins de 14-15 ans qu'il va falloir réintégrer dans notre société. Il faut qu'on prévoie. Au lieu de niaiser, qu'au moins on commence à réfléchir quel programme on peut faire avec eux. L'Association des anciens militaires a fait des propositions intelligentes, intéressantes là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Au moins, essayer de penser des curricula, des programmes, des organisations, des locaux de différents départements pour le faire. Deuxièmement, tous ces charmants bandits, ils se renouvellent, ils adorent baiser, ils font des enfants. Quand on les aura éliminés, qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants? Qui les prend en charge? Ce sont des problèmes énormes pour qu'ils nous viennent à l'avenir. Qui sont des problèmes scolaires, des problèmes, que la société délègue à l'école, et qui ne sont pas des problèmes exclusivement scolaires. C'est pour ça que je me sens pris dans un truc où j'ai écrit ça d'une forme de souffrance, et je suis content d'avoir dit ce que j'avais sur le cœur, mais je ne suis pas satisfait, faute d'avoir pu porter vraiment, à part de la mauvaise conscience, des réponses véritables. Et puis ce nom sur lequel je suis ferme, ne trompons pas nos adolescents. Ils ont droit à notre respect. Même s'ils sont en colère contre nous aujourd'hui, demain, nous remercierons de les avoir sauvés. En prenant de bonnes décisions. En prenant une bonne décision. Parce que l'élève qui finira sa vie sur un baccalauréat sans valeur n'ira nulle part avec que chercher des petits jobs et des parrains pour l'aider à renouveler la magouille. Merci, professeur. Merci de m'avoir supporté. Je vous en prie. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était le professeur Patrice Dalancourt, ancien ministre de l'Éducation nationale. Passez une bonne journée, une bonne semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto.